Lors de la séance de pause qui suivit, il ne mentionna pas la boucle d'oreille. Il ne me l'attendit pas comme je l'avais craint. Il ne modifia pas non plus ma position et ne s'arrêta pas de peindre. Il n'entra pas non plus dans le débarras pour revoir mes cheveux. Il resta longtemps assis, mélangeant avec son couteau les couleurs sur sa palette. Il y avait là du rouge et de l'ocre, mais la peinture qu'il mélangeait était surtout blanche. Il y ajouta des touches de noir, travaillant le tout lentement et avec soin. Le tranchant du couteau scintillant dans la peinture grise. « Monsieur, commençai-je. » Il me regarda, son couteau immobile. « Il m'est arrivé de vous voir peindre sans que le modèle soit présent. Ne voudriez-vous pas peindre la boucle d'oreille sans que je la porte ?» Le couteau à la palette demeurait immobile. « Somme toute, vous aimeriez que j'imagine que vous portez la perle et que je peigne ce qui j'imagine ?» ?»« Oui, monsieur. » Il baissa les yeux, regardant la peinture. Le couteau recommença à aller et venir sur la palette. Je crus apercevoir un léger sourire sur son visage. « Je veux vous voir porter la boucle d'oreille. »« Mais vous savez ce qui se passera, monsieur. Ce que je sais, c'est que le tableau sera achevé. »« Vous causerez ainsi ma perte, pensai-je. Mais une fois de plus, je ne pus me déterminer à le lui dire. « Que pensera votre épouse en voyant le tableau terminé ?» préférai-je lui demander, aussi ardemment que possible. « Elle ne le verra pas. Je le donnerai directement à Van Riven. » C'était la première fois qu'il admettait qu'il ne me peignait en cachette, et que Katrina désapprouverait. Elle n'aurait à la porter, vous n'aurez à la porter qu'une seule fois, reprit-il, comme pour m'apaiser. Je la porterai à votre prochaine séance de pause, dans une semaine. Un après-midi, Katharina n'aura même pas le temps de s'en apercevoir. Mais monsieur, répondis-je, je n'ai pas les oreilles percées. Il fronça légèrement les sourcils. Eh bien, il faudra faire le nécessaire. C'était là, de toute évidence, une affaire de femme qui ne lui incombait pas. Il tapota le couteau et l'essuya avec un chiffon. Et maintenant, allons-y. Baissez un peu le menton. Il me contempla un instant. Passez la langue sur vos lèvres, grillette. Je la passai. Gardez la bouche ouverte. Et me contempla un instant. Cette requête me surprit tellement que ma bouche en resta ouverte. Je rentrai des larmes. Une femme honnête n'était jamais représentée, la bouche ouverte. À croire qu'il était dans la ruelle quand j'y avais retrouvé Peter. Vous avez causé ma perte, pensai-je. Je pensais encore une fois, la langue sur mes lèvres. C'est bien, dit-il. Je ne voulais pas le faire moi-même. La douleur ne me gênait pas, mais je refusais d'approcher une aiguille de mon oreille. Si j'avais pu choisir quelqu'un pour le faire, c'eût été ma mère. Toutefois, celle-ci n'eût jamais accepté sans en connaître la raison. Elle n'eût jamais connu qu'elle en eût été horrifiée. Je ne pouvais pas non plus demander à Tanuki, ni à Merge. J'envisageais de poser la question à Maria Sims. Peut-être ignorait-elle encore le détail de la boucle d'oreille, mais elle l'apprendrait bien assez tôt. Je ne pouvais cependant m'y résoudre, refusant de le voir ainsi participer à mon humiliation. La seule personne susceptible de le faire et de comprendre serait donc Franz. Aussi, je m'esquivai le lendemain après-midi, emportant un porte-aiguille, cadeau de Maria Sims. La femme à la mine rébarbative, qui contrôlait l'accès à la faïence, me regarda avec un sourire narquois quand je demandai à voir mon frère. « Il y a belle lurette qu'il est parti. Bon débarras !» lança-t-elle, savourant ses mots. « Parti où ?» Elle haussa les épaules. « Du côté de Rotterdam, ce qu'on m'a dit. Et après, qui sait, peut-être parcourrait-il les mers pour y chercher fortune. S'il ne va pas finir ses jours entre les pattes d'une pute Rotterdam. » Ces derniers mots
m'incitèrent à la regarder de plus près. Elle attendait d'un enfant. En brisant le carreau de faïence, qui nous représentait moi et Franz, Cornelia ignorait que l'avenir confirmerait cette fracture, que Franz se détacherait de moi et de ma famille. Le reverrai-je jamais, pensais-je? Que diront nos parents? Je me sentis plus seule que jamais. Le lendemain, à mon retour au marché aux poissons, je m'arrêtai chez l'apothicaire. Maintenant, ce dernier me connaissait. Il m'appelait même par mon prénom. « Alors, que lui faut-il aujourd'hui » demanda-t-il. « De la toile, du vermillon, de l'ocre, de l'inolent ?»« Il n'a besoin de rien, répondis-je, mal à l'aise. Ma maîtresse non plus, je suis venue. » Un court instant, j'envisageais de lui demander de me percer l'oreille. Il paraissait que l'homme discret n'irait pas le raconter et ne me poserait pas de questions. Je ne pouvais toutefois demander pareil service à un étranger. J'ai besoin de quelque chose qui engourdisse la peau, dirais-je. Qui engourdisse la peau? Oui, comme de la glace. Et pourquoi voulez-vous engourdir votre peau? Je haussai les épaules et ne répondis pas, étudiant les flacons posés sur les étagères derrière nous. De l'essence de girofle, finit-il par dire avec soupir, tendant la main pour prendre un flacon derrière lui. Frottez-en quelques gouttes sur l'endroit sensible et attendez quelques minutes. Attention, l'effet ne dure pas longtemps. J'en voudrais un petit peu, s'il vous plaît. Et qui paiera ça? Votre maître? C'est très cher, vous savez, ça vient de loin. Il y avait dans sa voix un mélange de reproche et de curiosité. J'ai l'argent, je n'en veux qu'un. Tout petit peu. Sortant une bourse de mon tablier, je contemplai les précieux florins sur la table. Un flacon minuscule me coûta 2 jours de mes gages. J'avais emprunté un peu d'argent à Tanuki et lui avais promis de la rembourser le dimanche suivant, jour où je recevrais mes gages. Ce dimanche-là, quand je tendis à ma mère mes gages sur lesquels cette somme avait été prélevée, je lui racontai que j'avais brisé une glace à main et que j'avais dû dédommager. Cela te coûtera plus de 2 jours de gages pour remplacer ça, gronda-t-elle. Pourquoi te regardais-tu dans un miroir? Comme tu es négligente. Oui, concédai-je. J'ai été très négligente. J'attendis jusqu'à une heure tardive où j'étais sûre que tout le monde dormait. J'avais peur que l'on me surprenne avec mon aiguille et mon miroir et mon essence de clou de girofle, bien qu'en général personne ne montât à l'atelier une fois qu'elle était fermée à clé pour la nuit. Je me plaçai près de la porte, l'oreille aux aguets. J'entendis au-dessous Katharina arpentait le couloir. Elle avait du mal à dormir ces temps-ci. Son corps était trop encombrant pour qu'elle pût trouver une position confortable. Une voix d'enfant, celle d'une fillette, me parvint alors. Elle s'efforçait de parler tout bas, mais avait peine à feutrer son timbre au perché. Cornelia était avec sa mère. Enfermée dans l'atelier, je n'entendais pas ce qu'elle se racontait, et je pouvais me glisser jusqu'en haut des marches pour écouter plus attentivement. Dans sa chambre, à côté du débarras, Maria Sims s'activait elle aussi. La maison était en état d'agitation. Cela me rendait moi aussi agitée. Je me forçai à m'asseoir sur ma chaise, à la tête de lion, jusqu'à ce que le calme règne. Je n'avais pas le sommeil. Jamais je m'étais sentie aussi éveillée. Katharina et Cornelia finirent par retourner se coucher, et dans la pièce à côté de Maria Sims cessa ses allées venues. Froufroutante. Tandis que la maison s'apaisait, je restais assise sur ma chaise. Il m'était plus difficile de demeurer assise que d'entreprendre ce que j'avais prévu. Ne pouvant plus retarder le moment, je me levai et commençai par jeter un coup d'œil sur le tableau. Tout ce que je voyais, c'était ce grand vide, à l'endroit où la boucle d'oreille devrait se trouver. Il m'incombait de la remplir. Je pris ma chandelle, allai chercher le miroir dans le débarras et grimpai au grenier. Posant ensuite le miroir sur la table du mortier, je le calai contre le mur et plaçai la chandelle à côté. Je sortis alors mon porte-aiguille et j'approchai alors de la flamme la pointe de l'aiguille la plus fine. J'ouvris ensuite le flacon d'essence d'huile de clou, de girofle, pas attendant à ce qu'il s'en échappe des relents de moisis et de feuilles pourries,
comme on dégage souvent les remèdes. Au lieu de cela, l'odeur était douce et étrange. Elle rappelait les gâteaux au miel oubliés au soleil. Elle venait de pays lointains, d'endroits où France pourrait se rendre sur les bateaux. J'en secouai quelques gouttes sur un chiffon et tamponnai le lobe de mon oreille gauche. L'apothicaire avait raison. Quelques minutes plus tard, lorsque je touchai le lobe, j'eus l'impression d'être allé me promener par un temps froid, sans aller me protéger les oreilles d'un châle. Je sortis l'aiguille de la flamme, laissant la pointe d'un rouge brillant virer peu à peu un orange terni, puis au noir. Je me penchai vers le miroir, mes yeux étaient embués. Ils scintillaient de peur à la lueur de la chandelle. « Dépêche-toi, me dis-je, tu ne gagneras rien à attendre. » Je tirai très fort sur le lobe pour bien le tendre, et d'un seul geste me transperçai ma chair avec l'aiguille. « J'ai toujours voulu porter des perles, me dis-je, juste avant de m'évanouir. Chaque soir, je me tamponnais l'oreille, puis j'introduisais une aiguille un peu plus grosse dans le trou, pour qu'il ne se referme pas. La douleur était supportable, jusqu'au jour où le lobe s'infecta et enfla. J'eus beau alors me tamponner l'oreille à l'essence de clou de girofle, mes yeux reluisaient de larmes sitôt que je passais l'aiguille. Je me demandais comment je parviendrais à porter la boucle d'oreille sans m'évanouir à nouveau. J'appréciais que ma coiffe me couvrît les oreilles, car elle cachait ainsi mon lobe pour souffler. Il me lançait dès que je me penchais au-dessus de la lessiveuse bouillonnante, que je broyais les couleurs ou que j'assistais au service de l'église avec Peter et mes parents. Il me lançait quand Van Riven me surprit un matin, alors que je mettais les draps à sécher dans la cour. Il essayait alors de m'enlever ma chemise, en la faisant passer par-dessus mes oreilles, pour découvrir mes seins. « Je ne te conseille pas de lutter contre moi, ma petite fille, » murmura-t-il, tandis que je m'écartais. « Tu n'y prendras que plus de plaisir. Et puis tu sais, de toute façon tu seras à moi le jour où j'aurai ce tableau. » Il me poussa contre le mur, avança les lèvres à hauteur de ma poitrine, tirant sur mes seins pour les dégager de la robe. « Tanuki !» appelai-je de toutes mes forces, espérant, hélas, en vain, qu'elle était rentrée plus tôt de la boulangerie. « Que faites-vous » Cornélia nous regardait depuis l'embrasure de la porte. Elle aurait dit que je puisse être un jour heureuse de la voir. Van Ruven leva la tête, recula. « Nous nous amusons à un petit jeu, ma chère enfant, » répliqua-t-il, sourire aux lèvres. « Rien qu'un petit jeu. Tu y joueras à ton tour quand tu y seras plus grande. » Il arrangea sa cape devant Cornélia dans la maison. Et devant. Mon regard ne croisa pas celui de Cornélia. Je rentrai ma chemise et laissai ma robe, les mains tremblantes, quand je levai enfin la tête. Cornélia avait disparu. Au matin de mon 18e anniversaire, je me levai et fis, comme à l'habitude, le ménage de l'atelier. Le tableau du concert était terminé. Dans quelques jours, Van Ruven viendrait le voir et il l'emporterait. Bien que ce ne soit plus dans mes attributions, j'époussetai avec soin ce qui avait servi au décor du tableau, essuyant le virginal du violon, de la viole de gambe, passant un chiffon humide sur le tapis de table, astiquant les montants des chaises, balayant les dalles grises et blanches. Je n'aimais pas ce tableau autant que les autres qu'avait peint mon maître, même s'il était censé avoir davantage de valeur que ces trois personnages. Avec ces trois personnages, je préférais ces tableaux représentant des femmes seules. Ils étaient plus purs, moins compliqués. Je m'aperçus que je ne voulais pas regarder trop longtemps ce concert, ni même chercher à comprendre ce que pensaient ces personnages. Je me demandais quel serait son prochain tableau. Je me mis de l'eau à chauffer et demandai à Tanuki, occupée à laver les marches et les dalles devant la maison, ce qu'elle voulait à la boucherie. « Des côtes de bœuf, répondit-elle, s'appuyant sur son balai. « Pourquoi pas quelque chose de bon ?» Elle frotta le bas de son dos en ronchonnant. « Ça m'empêchera de penser à mes mots. »« Votre dos recommence à vous faire souffrir ?»
dis-je en m'efforçant de lui montrer un peu de compassion. À vrai dire, Tanuki avait toujours mal au dos. C'était là sa vie de servante. Merge m'accompagna au marché à la viande, ce dont je ne me plaignais pas. Depuis le fameux soir dans la ruelle, j'étais gênée de me retrouver seule avec Peter Fils, ne sachant trop comment il se comporterait à mon égard. S'il me voyait avec Merge, il se tiendrait sur ses gardes. Peter Fils n'était pas là. Son père m'accueillit avec un grand sourire. « Ah, la demoiselle à l'anniversaire !» s'écria-t-il. « Dis, c'est un grand jour pour toi. » Merge me regarda, étonné. Je n'avais pas mentionné à la famille que c'était mon anniversaire, n'ayant aucune raison de le faire. « Je ne vois vraiment pas en quoi c'est un grand jour, rétorquai-je. Ce n'est pas ce qu'a dit mon fils. Il a dû s'absenter. Il avait quelqu'un à voir. » Peter Père m'adressa un clin d'œil. Mon sang se glaça dans mes veines. Il disait quelque chose sans le dire, quelque chose que j'étais présumé comprendre. « Les meilleures côtes de bœuf que vous ayez demandai-je, décidant de ne pas relever. Pour célébrer, donc. Peter Père n'était pas un homme à se décourager. Il était plutôt de ceux qui s'acharnent. Je ne répondis pas. J'attendis simplement qu'il me serve, puis je mis de la viande dans mon seau et m'en allai. « Dites-moi, Griette, c'est vrai que c'est votre anniversaire ?» me demanda tout bas Merge, quand nous sortions du marché. « Oui. Quel âge avez-vous ?»« 18 ans. »« Pourquoi c'est un grand jour, 18 ans ?»« Ce n'est pas vrai. Vous ne devriez pas l'écouter. C'est un sot. » Merge me paraissait pas convaincu. Moi non plus. Les paroles de Peter Père avaient déclenché quelques curieux mécanismes dans ma tête. Je passais la matinée à rincer et faire bouillir le linge. Mon esprit s'activait, tandis que je surveillais la lessiveuse bouillonnante. Et me demandais où se trouvait Franz, et si mes parents avaient appris son débarras de Delft. Je me demandais ce que Peter Père avait sous-entendu plus tôt. Et où était Peter Fils? Je pensais ce soir-là dans la ruelle, je pensais à mon portrait, me demandant quand il serait achevé, et ce qu'il adviendrait alors de moi. Pendant tout ce temps, mon oreille m'élançait. La douleur était lancinante dès que je remuais la tête. « C'est Maria Sins qui vient me chercher. Laisse là ton linge, ma fille, » m'entendis-je me dire par derrière. « Elle veut que tu montes. » Elle se tenait sur le pas de la porte, agitant quelque chose dans sa main. Je me l'avais troublée. « Maintenant, madame ? » ?»« Oui, maintenant. Ne fais pas ta timide avec moi, ma fille. Tu sais très bien pourquoi. Katharina est sortie ce matin. Ce qui est rare ces temps-ci. Maintenant que son terme est proche. Donne-moi ta main. » Je m'essuyai la main sur mon tablier et la lui tendis. Mariacine fit glisser 2 boucles d'oreilles dans ma paume. « Emporte-les là-haut, fais vite. » Je ne pus bouger. Je tenais 2 perles grosses comme des noisettes, en forme de gouttes d'eau. Elles étaient d'un gris argenté, même au soleil, à l'exception d'une touche de lumière blanche éblouissante. Il m'était déjà arrivé de toucher des perles quand je les montais à l'épouse de Van Riven. Les lui passer autour du cou, ou les placer sur la table, mais je n'avais jamais tenu qu'ils me fussent destinés. « Dépêche-toi, ma fille, » grommela Maria Sens, impatiente. « Katharina pourrait bien revenir plus tôt que prévu. » Je me précipitai en trébuchant dans le couloir, laissant la lessive non essorée. Puis je grimpai l'escalier sous les yeux de Tanuki, qui rapportait de l'eau du canal. Sous ceux d'Aigledis et Cornelia, qui jouaient aux billes dans l'entrée. Toutefois, toutes 3 me regardèrent. « Où allez-vous » me demanda Aigledis, sous ses yeux brillants de curiosité. « Au grenier » répondis-je doucement. « Nous pouvons monter avec vous » lança Cornelia d'un ton sarcastique. « Non. Poussez-vous les filles. Vous m'empêchez de passer. » Tanuki les bouscula. Son visage était sombre. La porte de l'atelier était entr'ouverte. J'entrai, les lèvres serrées, l'estomac nommé. Je refermai la porte derrière moi. Il m'attendait. Je lui tendis la main et laissai tomber les boucles d'oreilles dans sa paume. Il me sourit. « Allez mettre votre turban. » J'allais me changer dans le débarras.
Il ne vint pas regarder mes cheveux. En revenant, je lançai un coup d'œil au tableau de l'entremetteuse, accroché au mur. L'homme souriait à la jeune femme, comme s'il tâtait des poires en archer pour voir si elles étaient mûres. Je frémis. Il tenait une boucle d'oreille par son fil de métal. Elle captait la lumière de la fenêtre, la reflétant une minuscule facette d'un blanc éblouissant. Tenez, Grillette, elle me tendit la pain. Grillette, Grillette, quelqu'un veut vous voir. Bien, je m'appela d'en bas. J'ai passé la tête par la fenêtre. Il vint se placer à côté de moi et nous regardâmes ensemble. Peter Fils se tenait dans la rue, au-dessus de nous. Il leva la tête et nous aperçut tous les deux à la fenêtre. « Descendez, Grillette !» cria-t-il. « Je veux vous parler. » Il ne réagissait pas, prêt à s'éloigner. Je m'éloignai de la fenêtre. « Pardonnez-moi, monsieur, dis-je à voix basse, ce ne sera pas long. » Je me précipitai dans le débarras, retirai les turbans et remis ma coiffe. Il était toujours là, à la fenêtre, me tournant le dos, quand je traversais l'atelier. Assise en rang sur le banc. Sur le banc, les filles regardaient Peter avec de grands yeux. Lui les regardait aussi. « Allons au coin de la rue, murmurai-je, en me dirigeant vers une longue porte. Au lieu de me suivre, Peter resta planté là, les bras croisés. « Qu'aviez-vous sur la tête quand vous étiez là-haut » demanda-t-il. Je m'arrêtai en me retournant. « Ma coiffe ? Non, c'était bleu et jaune. » 5 paires d'yeux nous observaient, les filles sous le banc et lui à la fenêtre. Taniki apparut soudain sur le pas de la porte. Cela fait donc 6 paires d'yeux. Je vous en supplie, Peter. Allons un peu plus loin, soufflai-je tout bas. Ce que j'ai à dire peut être dit devant tout le monde. Je n'ai rien à cacher. Elle rejeta la tête en arrière, ses boucles blondes retombant derrière ses oreilles. Je voyais que rien ne le ferait taire. Il dirait devant eux tout ce que je redoutais qu'il me dise. Peter ne leva pas la voix, mais nous l'entendîmes. J'ai parlé ce matin à votre père, et il m'a donné son consentement, pour que nous nous marions, maintenant que vous avez 18 ans. Vous pouvez partir d'ici et venir chez moi aujourd'hui même. Je me sentis rouge. Était-ce de colère ou de honte? Je ne savais pas. Tous attendaient ma réaction. Je respirais bien à fond. Ce n'est pas l'endroit approprié pour parler de ce genre de choses, répondis-je d'un ton sévère. Pas dans la rue, comme ça. Vous avez commis une erreur en venant ici. Je n'attendis pas sa réponse. Que quand je me retournai pour rentrer dans la maison, il avait l'air accablé. « Grillette !» supplia-t-il. Je bousculai Tanuki et dit tout bas quelque chose, si bas que je ne fus pas sûre de l'avoir bien entendu. Putain. Je montrai en courant à l'atelier. Il était encore à la fenêtre quand je fermai la porte. Je vous demande pardon, monsieur, dis-je. Je vais retirer ma coiffe. Il ne se retourna pas. Il est toujours là, dit-il. Quand je sortis du débarras, je me rendis à la fenêtre, veillant à toute fois ne pas me tenir trop près de celle-ci, soucieuse d'éviter que Peter me revoie avec ma tête enturbanée de jaune et de bleu. Mon maître ne regardait plus dans la rue. Il contemplait la tour de la nouvelle église. Je jetai un coup d'œil furtif. Peter s'en était allé. Je repris ma place sur la chaise à tête de lion et j'attendis. Quand il tourna enfin vers moi, son regard était impénétrable. Je savais moins que jamais ce qu'il pensait. « Vous allez nous quitter, Guy ?» dit-il. « Oh, monsieur, je ne sais pas. Ne prêtez pas attention à des paroles échangées comme ça dans la rue. L'épouserez-vous ? S'il vous plaît, ne me posez pas de questions sur lui. » Non, sans doute ne devrais-je pas. Allons, mettons-nous au travail. Il tendit la main vers le placard derrière lui, attrapa une boucle d'oreille et me la tendit. Je veux que vous fassiez cela vous-même. Je n'aurais pas cru que je pouvais avoir autant d'aplomb. Lui non plus, il parut étonné, ouvrit la bouche, mais il n'en sortit rien. Il s'approcha de ma chaise,
Mes mâchoires se contractèrent, mais je parvins à regarder la tête immobile. Il tendit la main et toucha doucement mon oreille. J'haletais comme si j'avais retenu ma respiration sous l'eau. Il frotta le lobe enflé entre le pouce et l'index, puis l'étira. De l'autre main, il glissa le fil de métal dans le trou et le poussa au travers. Une douleur brûlante me transperça, m'emplissant les yeux de larmes. Il ne retira pas la main. Ses doigts effleurèrent mon cou et ma mâchoire. Il remonta le long de mon visage jusqu'à ma joue, puis de son pouce il effaça mes larmes. Il passa ensuite ce dernier sur ma lèvre inférieure que je léchai. Il était salé. Je fermai les yeux, il retira ses doigts. Quand je les rouvris, elle était retournée à son chevalet et se tenait sa palette. Assis sur ma chaise, je l'observais par-dessus mon épaule. Mon oreille me brûlait. Le poids de la perle tirait sur le lobe. Je ne pouvais penser qu'à ses doigts sur mon cou, son pouce sur mes lèvres. Il me regarda, mais il ne se remit pas à peindre. Je me demandais à quoi il pensait. Je finis par tendre à nouveau la main pour saisir quelque chose derrière lui. « Vous devrez porter l'autre aussi, déclara-t-il en prenant la seconde boucle d'oreille et me l'attendant. Pendant un moment, je ne pus dire mot. Je voulais qu'il pense à moi, et non au tableau. Pourquoi répondis-je enfin. On ne peut pas l'avoir sur le tableau. Vous devez porter les deux, insista-t-il. C'est grotesque de n'en mettre qu'une. Mais l'autre oreille n'est pas percée, bredouillai-je. Dans ce cas, il faudra que vous fassiez le nécessaire. Je tendis la main et pris la boucle d'oreille. C'est pour lui que je le fis. Je sortis mon aiguille de l'essence de clou de girofle et perçai mon autre oreille, sans pleurer, sans défaillir, sans pousser de cris. Je posai ensuite toute la matinée. Il peignait la boucle d'oreille, il pouvait voir, et je sentis un tel feu sur mon autre oreille que la perle qu'il ne pouvait pas voir. La lessive, qui trempait dans la cuisine, avait refroidi. L'eau était devenue grise. Tanuki allait et venait bruyamment dans la cuisine. Dehors, les filles criaient, et nous, derrière notre porte close, nous étions assis, et nous regardions. Il peignait. Quand il posa enfin son pinceau et sa palette, je ne changeai pas de position, même si j'avais mal aux yeux à force de regarder sur le côté. Je ne voulais pas bouger. « C'est fini, dit-il d'une voix sourde. Il se détourna et entreprit de nettoyer sa palette avec un chiffon. Je regardai le couteau. Il était couvert d'une peinture blanche. Retirez les boucles d'oreilles et remettez-les à Maria Sims quand vous descendrez, ajouta-t-il. Je me mis à pleurer en silence. Je me levai, me dirigeai vers le débarras sans regarder. Je retirai l'étoffe bleue et jaune enroulée autour de ma tête. J'attendis un moment, les cheveux sur les épaules, mais ne vint pas. Maintenant que le tableau était achevé, il ne voulait plus de moi. Je me plaçai devant le petit miroir pour enlever les boucles d'oreilles. Les trous de mes lobes saignaient. Je les tamponnai avec un bout de tissu, puis j'attachai mes cheveux avant de les couvrir, et de couvrir mes oreilles avec ma coiffe, laissant les pointes de celle-ci pendre sous mon menton. Quand je revins, il était parti. Il m'avait laissé la porte de l'atelier ouverte. L'idée me vint un moment de regarder le tableau, afin de voir ce qu'il avait fait, afin de le voir terminé, la boucle d'oreille en place. Je décidai d'attendre le soir. Je serais libre alors de l'étudier à loisir, sans avoir à craindre que quelqu'un ne pût entrer. Je traversai l'atelier et refermai la porte derrière moi. Je devais le regretter, puisque je pus jamais regarder le tableau achevé. Katharina rentra quelques minutes à peine après que j'eus rendu les boucles d'oreilles à Maria Sims, qui les rangea aussitôt dans le coffre à bijoux. Je courus ensuite à la cuisine, aidai Tanuki à préparer le repas. Je remarquai qu'elle ne me regardait pas en face, mais de côté, secouant parfois la tête. Il fut absent au dîner. Il était sorti. La table débarrassée, je retournai dans la cour, rincer les lessives. Il me fallut aller rechercher de l'eau propre et les mettre à chauffer. Tandis que je travaillais,
Caterina faisait la sieste dans la grande salle de son côté. Maria-Signe se fumait et écrivait des lettres dans la salle de la crucifixion. Assise à l'entrée, Tanuki cousait. Perchée sur le banc, Merge faisait de la dentelle. Près d'elle, Ailédis et Lisbeth triaient leur collection de coquillages. Je ne vis pas Cornelia. J'étais en train de suspendre un tablier quand j'entendis Maria-Signe demander « Où vas-tu » Ce fut le ton de sa voix plutôt que celle qu'elle disait, qui me fit interrompre mon travail. Elle semblait inquiète. Je me glissai dans le couloir. Maria-Signe était au pied de l'escalier, la tête tournée vers le haut. Debout à l'entrée, Tanuki ne lâchait pas sa maîtresse du regard. J'entendis les marches craquer et les halètements de Caterina se hissant péniblement dans l'escalier. À ce moment, je compris ce qui allait arriver. À elle, à lui, à moi. Cornelia est là, me dis-je. Elle emmène sa mère voir le tableau. J'aurais pu couper court aux affres de la tante. J'aurais pu partir sans même me retourner. Laissant la lessive inachevée. Mais je ne pouvais bouger. J'étais clouée sur place, comme Maria-Signe se bas de l'escalier. Elle aussi savait ce qui allait se passer. Elle ne pouvait l'empêcher. Je m'effondrais. Maria-Signe me vit. Elle ne me dit mot. Continuant à regarder, perplexe, ce qui arrivait là-haut. Le bruit dans l'escalier cessa alors. Nous entendîmes le pas pesant de Caterina se dirigeant vers l'atelier. Maria-Signe se précipita en haut. Je restai à genoux, trop épuisée pour me relever. Tanuki, debout dans l'entrée, empêchait la lumière de passer. Elle me regardait, les bras croisés, le visage sans expression. Quand après, retentit un cri de rage. Des voix s'élevèrent alors qu'ils furent vite étouffées. Cornelia descendit. « Maman veut que papa revienne à la maison » annonça-t-elle à Tanuki. Tanuki recula, en tournant vers le banc. « Viens chercher ton père à la guilde » ordonna-t-elle à Merge. « Dépêche-toi. Dis-lui que c'est important. » Cornelia regarda autour d'elle. En me voyant, son visage s'éclaira. Je me relevai et me rendis dans la cour. Je n'avais d'autre choix que de suspendre la lessive et attendre. À son retour, je crus un moment qu'il allait venir me retrouver dans la cour, caché au milieu des draps qui séchaient. Il ne le fit pas. Je l'entendis dans l'escalier. Puis plus rien. Je m'adossai au mur de briques voluptueusement tiède et levai la tête. C'était une belle journée. Le ciel sans nuages était bleu, d'un bleu ironique. C'était une de ces journées où les enfants s'ébrouent dans les rues, en criant à tue-tête, où les amoureux franchissent les portes de la ville et laissent là les moulins à vent, s'en vont marcher le long des canaux, où les vieilles s'asseyent au soleil en fermant les yeux. Sans doute mon père était-il assis sur le banc devant la maison, le visage tourné vers la chaleur. Demain, il gèlerait peut-être, mais aujourd'hui, c'était le printemps. Ils envoyèrent Cornelia me chercher. Quand elle apparut entre les vêtements qui séchaient et me regarda avec un cruel petit sourire, j'eus envie de la gifler. Comme en ce premier jour où j'étais venue travailler chez eux. Je me retins, restant assise, les mains sur les genoux, les épaules courbées, à la regarder exhiber sa joie. Le soleil jouait sur les mèches d'or héritées de sa mère, qui striaient sur ses cheveux roux. « On vous demande là-haut, annonça-t-elle, d'un ton solennel. Ils veulent vous voir. » Là-dessus, elle fit demi-tour, et en rentrant en sautillant dans la maison. Je me baissai pour épousseter mes chaussures, puis, me redressant, remis ma jupe en place, lissai mon tablier, je tirai bien fort sur les cordons de ma coiffe, vérifiant qu'aucune mèche folle ne dépassait. Je passai la langue sur mes lèvres, respirai à fond, et suivis Cornelia. Caterina avait pleuré. Elle avait le nez rouge, les yeux gonflés. Elle était assise sur le tabouret, qu'elle reprochait en général de son chevalet. Cette fois, il avait été repoussé contre le mur, et le bahut où il rangeait ses pinceaux et son couteau à palette, à ma vue. Elle se redressa, en imposant de toute sa taille. Bien qu'elle me dévisageât, elle ne disait rien. Elle pressa les bras sur son ventre et grimaça. Debout à côté du chevalet, Maria-Signe paraissait sobre, mais impatiente. On aurait cru que les affaires plus importantes l'attendaient. Elle se tenait à côté de son épouse, le visage sans expression, les mains sur le côté, les yeux sur le tableau.
Il attendait que quelque commerce que ce soit. Katharina, Maria-Cine sous moi. Je vins me placer sur le seuil de la porte. Cornélia rôdait derrière moi. De l'endroit où j'étais, je ne voyais pas le tableau. Maria-Cine se parla enfin. « Eh bien, ma fille, votre maîtresse veut savoir comment vous êtes arrivée à porter ces boucles d'oreilles. » Elle dit cela comme si elle ne s'attendait pas que je réponde. J'étudiai son visage, flétri par les ans. Elle n'allait pas l'admettre qu'elle m'avait aidé à me procurer les boucles d'oreilles. Lui non plus, c'était évident. Je ne savais que dire, aussi préférai-je me taire. « Auriez-vous volé la clé de mon coffre à bijoux et pris mes boucles d'oreilles ?» À l'entendre, on aurait dit que Katharina essayait de se convaincre que ce qu'elle avait dit. Ma voix tombe. « Non, madame, même si cela eût facilité les choses pour tout le monde, je ne pouvais décider à dire que je les avais volées. Ne mentez pas, les servantes, ça vole tout le temps. Vous avez pris mes boucles d'oreilles. Vous font-elles défaut à ce moment, madame ?» Katharina parut troublée. Tant de m'entendre poser une question que par la question elle-même. De toute évidence, elle n'avait pas regardé dans son coffret à bijoux depuis qu'elle l'avait vu son tableau. Elle ignorait si les boucles d'oreilles s'y trouvaient ou non. Une chose était sûre, elle n'aimait pas que les questions viennent de moi. « Taisez-vous, sale voleuse. Ils vous jeteront en prison, siffla-t-elle. Et vous verrez pas de sitôt la lumière du soleil, grimaça à nouveau. Quelque chose n'allait pas. Mais madame, voyons, Katharina, donc vous n'émettez pas dans tous ces états, dit-il, m'interrompant. Verhoeven emportera le tableau dès qu'il sera sec. Vous n'aurez plus à y penser. Lui non plus ne voulait pas me parler. Personne ne semblait vouloir m'adresser la parole. Je me demandais pourquoi il m'avait ordonné de monter, alors qu'il tremblait de peur à l'idée de ce que je pourrais dire. J'aurais pu dire « Et qu'est-ce que vous pensez de toutes ces heures qu'il a passées à me regarder tandis qu'il me peignait ?» J'aurais pu dire « Et qu'est-ce que vous pensez de votre mère, de votre mari qui ont agi dans votre dos pour vous tromper ?» J'aurais pu dire aussi tout simplement « Votre mari m'a touché ici, dans cette pièce. » Il n'avait pas d'idée de ce que j'aurais pu dire. Katharina n'était pas dupe. Elle savait bien que les boucles d'oreilles n'étaient qu'un prétexte. Elle voulait y voir le véritable motif. Elle essayait de le faire croire, sans y parvenir. Elle se tourna vers son mari. « Pourquoi, demanda-t-elle, n'avez-vous jamais fait mon portrait ?» Tandis qu'il se dévisageait, je remarquai qu'elle était plus grande que lui, d'une certaine façon plus robuste. Les enfants et vous n'appartenez pas à ce monde, dit-il. Vous n'êtes pas censé y appartenir. Et elle y appartient? Elle y appartient, cria Katharina, d'un ton perçant, en agitant la tête en ma direction. Il ne répondit pas. J'aurais souhaité que Maria-Cine, Cornélia et moi fussions dans la salle de la crucifixion où on marchait. Il s'agissait là d'une affaire entre un homme et son épouse, et ne regardant que seul, et avec mes boucles d'oreilles. Et se tut à nouveau, ce qui ne fit qu'accroître la rage de Katharina. Elle secoua la tête, et ses boucles blondes frémissantes autour de ses oreilles. « Non, je n'admettrai pas cela sous mon toit, déclara-t-elle. « Jamais je ne l'admettrai. » Je regardai autour d'elle, en proie à une vive agitation, lorsque son regard s'arrêta sur le couteau à palette. Un frisson me parcourut. Je fis un pas au moment où elle s'approcha du bahut et saisit le couteau. Je m'arrêtai n'ayant idée de ce qu'elle allait faire. Lui le savait. Il connaissait son épouse. Il la suivit, alors qu'elle s'approchait du tableau. Elle fut rapide, mais il anticipa son geste, l'attrapant par le poignet au moment où elle brandissait vers le tableau la pointe de diamant du couteau. Il l'arrêta. À l'instant où la lame allait toucher mon œil, de l'endroit où je me tenais, je pouvais voir l'œil grand ouvert, un scintillement de boucles d'oreilles qu'il venait d'ajouter, et le miroitement de la lame suspendue devant le tableau. Katharina se débattait. Il ne lâcherait pas son poignet tant qu'il n'aurait pas laissé tomber le couteau. Elle poussa un grommellement.
lança le couteau. Elle se comprena alors à son ventre. Le couteau glissa sur les dalles jusqu'à mes pieds, puis se mit à tournoyer, de plus en plus lentement, sous mon regard effrayé, et il finit par s'arrêter, sa lame pointée vers moi. Il m'incombait de le ramasser. N'incombait-il pas aux servantes de ramasser les affaires de leur maître et de les ranger? Je levai la tête, nos yeux se rencontrèrent. Mon regard soutint un long moment son regard gris. Je sus que ce serait là la dernière fois. Je ne regardais personne d'autre. Dans ses yeux, je pouvais lire du regret. Je ne ramassai pas le couteau. Je me retournai, sortis de la pièce, descendis l'escalier, franchis le seuil, bousculant Tanuki. Une fois dans la rue, je m'en allai, sans regarder les enfants, qui devaient être assis sur le banc, ni Tanuki, qui devait maugréer, car je l'avais poussé, ni les fenêtres de l'atelier derrière laquelle il pourrait se tenir. Je me mis à courir. Je descendis Langandik, traversai le pont menant à la place du marché. Seuls les voleurs ou les enfants s'en vont en courant. Parvenu au centre de la place, je m'arrêtai à l'intérieur du cercle, de dalles au milieu duquel se trouvait l'étoile à 8 branches. Chaque branche pointait vers une direction que je pouvais suivre. Je pouvais retourner chez mes parents. Je pouvais aller retrouver Peter au marché, à la viande, et lui dire que j'acceptais de l'épouser. Je pouvais aller chez Van Ruven, il m'accueillerait avec un grand sourire. Je pouvais me rendre chez le Van Heuk et lui demander d'avoir pitié de moi. Je pouvais me rendre à Rotterdam pour essayer d'y retrouver Franz. Je pouvais m'en aller seule vers quelques lointains endroits. Je pouvais retourner au coin des papistes. Je pouvais me rendre à la nouvelle église afin de prier Dieu de me guider. Je pouvais me mettre au milieu du cercle et tourner, tout en réfléchissant. Une fois que j'aurais fait mon choix, le choix que je savais devoir faire, je me placerai minutieusement, les pieds sur la pointe de la branche, et suivrai d'un pas ferme la direction qu'elle m'indiquerait. 4e chapitre. 1676. Quand je levai la tête, je l'aperçus. Je faillis lâcher mon couteau. Cela faisait 10 ans que je ne l'avais pas vue. Elle n'avait guère changé. Peut-être s'était-elle un peu étoffée. Sur sa joue, des cicatrices étaient venues s'adjoindre aux vieilles marques de variole. Merge, qui passait parfois à l'étal, m'avait raconté l'incident du rôti de mouton. Celui-ci l'avait éclaboussée d'une huile brûlante. Rôtir la viande n'avait jamais été son fort. Elle se tenait à quelque distance aussi. Était-il difficile de dire si elle était vraiment venue dans l'intention de me voir? Je sentais que ce que je pouvais être par simple hasard pendant 10 ans, elle s'était arrangée pour m'éviter, dans une ville qui n'était pourtant pas bien grande. Jamais je ne l'avais croisée, ni au marché à la viande, ni même le long des canaux. Je dois toutefois avouer que je ne me promenais pas souvent du côté de Langandik. Elle s'approcha à contre-cœur de l'étal. Je posai mon couteau, essuyai mes mains, tachées de sang à mon tablier. « Bonjour, Tanuki, dis-je avec calme, comme si nous venions de nous quitter. Comment allez-vous? Madame veut te voir, dit-elle, d'un ton abrupt, en fronçant les sourcils. Il faut que tu viennes à la maison cet après-midi. Il y avait bien des années que l'on ne m'avait pas parlé sur ce ton. Les clients demandaient une chose ou l'autre, mais c'était différent. Libre à moi de refuser, si je n'aimais pas leur façon de s'adresser à moi. Comment va Maria Smith? Demandai-je, m'efforçant d'être poli. Et comment va Katharina? Aussi bien que possible, compte tenu de ce qui s'est passé. Je suis sûre qu'ils s'en sortiront. Ma maîtresse a dû vendre ses biens, mais elle s'en est bien tirée. Les enfants n'en souffriront pas. Autrefois, Tanuki ne pouvait s'empêcher de chanter les louanges de Maria Smith, à qui elle voulait l'entendre, qui était être trop prodigue de détails. 2 clientes étaient arrivées. Elles attendaient leur tour derrière Tanuki. Une part de moi-même aurait préféré être seule avec Tanuki. J'en aurais profité pour lui poser des questions, pour l'inciter à me donner d'autres détails, à m'en dire bien davantage, à propos d'autres sujets.
une autre part de moi-même, ce bon sens auquel je cramponnais depuis tant d'années, ne voulait rien avoir à faire avec elle. Je voulais rien entendre de tout cela. Les deux clientes changèrent de côté, tandis que Tanuki restait là, plantée devant l'étal. Elle fronçait toujours les sourcils, mais son visage s'était radouci. Elle jaugeait les coupes de viande posées devant elle. « Aimeriez-vous acheter quelque chose ?» demandai-je. Ma question la tira de sa stupeur. « Non, » marmonna-t-elle. Ils achetaient maintenant de leur viande à l'autre bout du marché. Sitôt que j'avais commencé à travailler avec Peter, ils avaient changé du jour au lendemain, sans s'acquitter de leurs dettes. Ils ne devaient encore 15 florins que Peter ne leur avait jamais réclamés. « C'est le prix que j'ai payé pour toi, » disait-il pour me taquiner. Maintenant, je connais le prix d'une servante. Je ne riais pas en l'entendant dire ça. Je sentis une petite main me tirer sur mon vêtement. Je regardai. Le petit Franz m'avait trouvé. Il s'accrochait à ma jupe. Je caressai sa tête, aux boucles si blondes que celles de son père. « Ah, te voilà, Où sont Jean et ta grand-mère ?» Il était trop jeune pour me le dire, mais j'aperçus ma mère et mon fils aîné qui se frayaient un passage jusqu'à moi, à travers l'étal. Le regard de Tanuki allait et venait vers mes fils. Soudain, son visage se durcit. Elle me lança un œil plein de reproches. Sans me faire toutefois partager ses pensées, elle recula, écrasant le pied de la femme derrière elle. « N'oublie pas de passer cet après-midi, ordonna-t-elle. Là-dessus. Elle disparut, sans me donner le temps de répondre. Ils avaient maintenant 11 enfants. Merge et les ragots du marché m'en avaient tenu informé. Katharina avait cependant perdu le bébé qu'elle avait mis au monde le jour de l'incident du tableau et du couteau à palette. Dans l'impossibilité de descendre jusqu'à son lit, elle avait dû accoucher dans l'atelier. Le bébé était arrivé avec 1 mois d'avance. Il était chétif. Il était mort peu de temps après la fête célébrant sa naissance. J'avais appris que Tanuki m'en tenait pour responsable. J'avais pendant quelque temps imaginé son atelier avec le sang de Katharina par terre, me demandant comment ils arrivaient encore à y peindre. Jean courut vers son petit frère. Il l'entraîna dans un coin, où ils jouèrent avec un os, se le renvoyant avec le pied. « Qui était-ce » demanda ma mère. Elle n'avait jamais rencontré Tanuki. « Une cliente » répliquai-je. Je m'efforçai de la protéger contre ce qui pourrait la perturber. Depuis la mort de mon père, elle était devenue aussi méfiante qu'un chien sauvage à l'égard de tout ce qui était nouveau ou différent, à l'égard de tout changement. « Elle n'a rien acheté » remarqua ma mère. « Non, nous n'avions pas ce qu'elle voulait. » Je me tournai vers la cliente suivante sans donner à ma mère le temps de me poser d'autres questions. Peter et son père apparurent, portant à eux 2 flancs de bœuf. Après l'avoir laissé tomber sur la table par derrière l'étal, ils s'armèrent de leurs couteaux. Jeanne et le petit Franz abandonnèrent l'os avec lequel ils s'amusaient, se précipitèrent pour la regarder. Ma mère recula. Elle ne s'était jamais accoutumée à voir autant de viande. « Je m'en vais, dit-elle en reprenant son seau. « Pourriez-vous surveiller les garçons cet après-midi ? J'ai des courses à faire. »« Où vas-tu » Je sourcillai. J'avais déjà fait remarquer à ma mère qu'elle posait trop de questions. Avec l'âge, elle était devenue suspicieuse, là où elle n'avait aucune raison de l'être. Cette fois pourtant, alors qu'il y avait quelque chose à lui cacher, je me trouvais étrangement calme. Je ne lui répondis pas. Ce fut plus aisé avec Peter. Il se contenta de jeter un coup d'œil vers moi, tout en poursuivant ce qu'il était en train de faire. Je lui fis un signe de tête. Il avait appris depuis belle lurette à ne pas me poser de questions, tout en sachant que j'étais parfois cachotière. Ainsi, pendant notre nuit de noces, il ne me posa aucune question lorsqu'il s'aperçut, en retirant ma coiffe, que j'avais les oreilles percées. Les trous s'étaient cicatrisés depuis longtemps. Il ne restait plus que 2 minuscules boules de chair que je sentais en pinçant mes lobes. 2 mois s'étaient écoulés depuis que j'avais appris la nouvelle.
Depuis 2 mois, je pouvais donc aller venir dans Delphes me demander si je la verrais ou non. Au cours des années, il m'était arrivé une fois ou l'autre de l'apercevoir au loin, tandis qu'elle se rendait à la guilde, ou revenait de le croiser près de l'auberge de sa mère, ou lorsqu'il venait chez les Van Leeuwenhoek, près du marché à la viande. Jamais je ne m'étais approché de lui. Je ne saurais dire s'il m'avait vu. Il marchait dans la rue ou traversait la place, regardant au loin, ni par arrogance, ni de propos délibérés, mais comme s'il évoluait dans un univers différent. Au début, cela me fut très dur. Dès que je l'apercevais, je restais cloué sur place, où je me trouvais. J'étais pétrifié. Je ne pouvais plus respirer. Il me fallait cacher ma réaction à Peter Père autant qu'à Peter Fils, la cacher à ma mère et au commère du marché. Je crus longtemps que je comptais peut-être encore pour lui. Au bout d'un certain temps, je finis par admettre qu'il s'était toujours davantage soucié de mon portrait que de moi-même. Il me fut plus facile d'accepter cela après la naissance de Jeanne, avec l'arrivée de mon fils. Mon centre d'intérêt était devenu ma famille, comme jadis l'avait été avant que je sois placée comme servante. J'en prenais tellement de mon temps qu'il m'était plus possible de regarder autour de moi. Avec un bébé dans les bras, je n'allais plus consulter les étoiles à 8 branches, curieuse de savoir où elles aboutissaient. Quand j'apercevais mon ancien maître de l'autre côté de la place, mon cœur se serrait plus. Je ne pensais plus aux perles ni aux fourrures. Je n'éprouvais plus le besoin de revoir ces tableaux. Il m'arrivait de le croiser dans la rue. Les autres membres de la famille, Katharina, les enfants, Maria Siens. Katharina et moi, nous détournions l'une de l'autre. Cornélia m'examinait, l'air déçu, car il n'avait pas réussi à m'anéantir. Lisbeth était fort occupée avec les garçons, trop jeune pour se souvenir de moi. Quant à Gladys, elle me rappelait son père, avec ses yeux gris, furetés autour, sans jamais se poser près d'elle. Au bout de quelque temps, arrivèrent d'autres enfants. Je ne les connaissais plus, ou je ne les reconnaissais qu'à leurs yeux rappelant ceux de leur père, ou à leurs cheveux rappelant ceux de leur mère. Seule Merge Mariasine répondait à mes salutations. Mariasine se contentait d'un bref signe de tête quand elle me voyait. Quant à Merge, elle s'esquissait du marché à la viande pour venir me trouver. Ce fut elle qui me rapporta mes trésors, mon carreau de faïence brisé, mon livre de prière, mes cols, mes coiffes. Ce fut elle aussi qui m'apprit au fil des années la mort de la mère du maître, comment il avait dû reprendre la gestion de l'auberge, la façon dont leurs dettes s'accumulaient, l'incident avec Tanuki, avec l'huile brûlante. Ce fut elle encore qui un jour m'annonça toute grignette. Papa est en train de peindre mon portrait de la manière dont il a peint le vôtre. Moi toute seule, regardant par-dessus mon épaule. Ce sera les 2 seuls tableaux qu'il aura peints ainsi. Pas tout à fait de la même manière, pensai-je. Pas tout à fait. Je fus étonnée qu'elle connût l'existence de ce tableau, me demandant même si elle l'avait vu. Je devais me montrer prudente avec elle. Longtemps, elle n'avait été qu'une fillette, aussi je ne me sentais pas libre de lui poser trop de questions sur sa famille. Je devais attendre, avec impatience, qu'elle m'apporte des bribes de nouvelles. Une fois qu'elle fut en âge de me parler plus librement, je n'étais plus vraiment intéressée par sa famille, ayant désormais la mienne. Peter tolérait ses visites, mais je me rendais compte qu'elle le mettait mal à l'aise. Il fut soulagé le jour où elle épousa le fils d'un marchand de soie. Elle espaça alors ses visites et changea de boucher. Voici qu'au bout de 10 années, on m'appelait dans la maison dont j'étais partie, de façon si soudaine. 2 mois plus tôt, je coupais de la langue de bœuf, quand j'entendis une cliente qui attendait à son tour dire à une autre cliente « Oui, pensez donc, mourir et laisser 11 enfants et une veuve. Face à de telles dettes, je levai la tête, le couteau entailla ma paume. Je ne ressentis aucune douleur jusqu'à ce que demande « De qui parlez-vous » et que la femme me réponde « Le peintre Vermeer est mort. »
Je brossais mes ongles avec vigueur toute particulière quand je finis à l'étal. Il y avait bien longtemps que j'avais renoncé à les avoir impeccables, ce qui amusait Peter Père. Tu vois, tu as fini par t'habituer à avoir des traces de sang sous les ongles. Comme tu as fini par t'habituer aux mouches, se plaisa-t-il à dire, maintenant que tu as peu vécu. Tu peux voir qu'il n'y a pas de raison d'avoir toujours les mains propres. Elles se salissent, c'est tout. La propreté n'est pas aussi importante que tu le croyais à l'époque où tu étais servante, pas vrai? Il m'arrivait pourtant d'écraser de la lavande et de la cacher sous ma chemise afin de masquer l'odeur de la viande qui semblait se coller à moi, même lorsque j'étais loin de marcher à la viande. Il y avait bien des choses auxquelles j'avais dû m'habituer. Je changeais de robe, mis un tablier propre et une coiffe tout juste empecée. Je continuais à porter ma coiffe comme avant. Sans doute n'avais-je guère changé depuis le jour où j'avais fait mes débuts en tant que servante. Si ce n'est que mes yeux n'étaient plus aussi grands ouverts, ni aussi innocents. Nous avions beau être en février, ce n'était pas le grand froid. Ils avaient beaucoup de monde sur la place du marché, nos clients, nos voisins, des connaissances, qui ne manquèrent pas de remarquer mes premiers pas de Loudlangandic en disant « Il me faudrait éventuellement dire à Peter que je m'y étais rendue. Je ne savais pas encore s'il me faudrait lui mentir quant à la raison de ma visite. » Je traversai la place, puis le pont menant à Loudlangandic. Je marchais d'un pas décidé, soucieuse de ne pas attirer l'attention. Je tournai au coin et remontai la rue. Ce n'était pas loin, en moins d'une minute, j'étais chez eux. Même si cela me parut une éternité, j'avais l'impression de me rendre dans une ville étrangère, où je n'avais pas mis les pieds depuis des années. Il faisait doux, la porte était ouverte, et des enfants étaient assis sur le banc. J'en comptais 4, 2 garçons et 2 filles. Ils étaient alignés, là, comme leurs sœurs aînées, le jour de mon arrivée, 10 ans plus tôt. L'aîné s'amusait à faire des bulles de savon, comme Merge. Il posa son bâtonnet en me voyant. Il paraissait avoir 10 ou 11 ans. Au bout d'un moment, je compris que c'était sans doute Franciscus, même si je retrouvais guère en lui le bébé que j'avais connu. Mais à l'époque, les bébés ne m'intéressaient pas vraiment. Je reconnus pas les autres, sauf pour en avoir croisé en ville avec leurs aînés. Tous me dévisagèrent. Je m'adressai à Franciscus. « Ayez la gentillesse de dire à votre grand-mère que Griette faudrait la voir. » Franciscus se tourna vers l'aînée des 2 filles. « Béatrix, va chercher Maria Sins. » La fillette se leva d'un bond et disparut dans la maison. Je revis la façon dont jadis Merge et Cornelia s'étaient bousculés pour annoncer mon arrivée. Je souris intérieurement. Les enfants continuèrent à me dévisager. « Je sais qui vous êtes, déclara Franciscus. Cela m'étonnerait que vous vous souveniez de moi. La dernière fois que je vous ai vu, vous n'étiez qu'un bébé. » Il ne prêta pas attention à la remarque. Il suivait son idée. « Vous êtes la dame du tableau ?» J'ouvris de grands yeux. Franciscus eut un rire triomphant. « Oui, c'est vous. Même si sur le tableau, vous ne portez pas de coiffe, mais un turban bleu et jaune. Où est ce tableau ?» Ma question parut l'étonner. « Chez la fille de Van Riven, bien sûr. Il est mort l'an dernier, vous savez. » J'avais appris la nouvelle au marché, non sans un certain soulagement. Même si Van Riven m'avait laissé tranquille après mon départ, je craignais toujours de le voir apparaître avec son sourire mielleux et ses mains baladeuses. « Comment avez-vous vu le tableau, s'il est chez Van Riven ?» Papa lui avait demandé de lui prêter quelque temps, expliqua Franciscus. Le lendemain de la mort de papa, maman l'a fait rapporter à la fille de Van Riven. Les mains tremblantes, je rajustai ma mante. Il avait souhaité revoir le tableau. Réussis-je à me demander d'une toute petite voix. Oui, ma fille. Maria Sins venait d'arriver. Elle se tenait sur le seuil. Puis te dire que cela n'a pas arrangé les choses. Mais il était dans un tel état que nous n'avons pas osé le lui refuser. Pas même Katharina. Elle n'avait pas changé. Elle ne vieillirait jamais. Elle ne vieillirait jamais. Un jour, elle s'endormirait et ne se réveillerait pas.
J'acquiesçai d'un signe de tête. Je partage votre chagrin et vos soucis, madame. Oui, reconnaissons que la vie est pure folie. Pour peu que l'on vive assez longtemps, plus rien ne vous étonne. Ne sachant comment réagir à ce genre de propos, je me contentai de dire « Vous désirez me voir, madame ?»« Non, c'est Katharina qui veut te voir. »« Katharina ?» Ma voix trahit ma surprise. Katharina. Maria-Cine eut un sourire aigreux. Tu ne sauras donc jamais garder pour toi ce que tu penses, ma fille. Qu'importe, je suis sûre que tu t'entends bien avec ton boucher de mari, s'il n'exige pas trop de toi. J'ouvrais la bouche pour répondre, mais la refermai aussitôt. C'est bien, tu apprends. Katharina et Van Leeuwenhoek sont dans la grande salle. Il est l'exécuteur testamentaire, vois-tu? En voiture? Je n'en voyais rien. Je voulus lui demander ce qu'elle entendait par là, la raison de la présence de Van Leeuwenhoek. Mais je n'osais pas. Oui, madame, me contentai-je de répondre. Maria-Cine partit d'un petit rire sarcastique. Jamais nous n'avons eu autant d'ennuis avec une servante, marmonna-t-elle en secouant la tête avant de disparaître dans la maison. Je pénétrai dans l'antichambre. Il y avait encore des tableaux au mur. Je reconnus certains. D'autres pas. Je m'attendais plus ou moins à me retrouver parmi les natures mortes et les marines. Mais bien sûr, je n'y étais pas. J'ai jeté un coup d'œil de l'escalier, du côté de l'escalier menant à son atelier, et m'arrêtai. Mon cœur se serra. Me retrouver dans cette maison, avec son atelier au-dessus de ma tête, c'en était trop pour moi, même si je savais qu'il n'était pas là. Toutes ces années, je m'efforçais de ne pas repenser aux heures passées à broyer des couleurs auprès de lui, assise près de la fenêtre, me regardant, me regarder. Pour la première fois, en 2 mois, je prenais pleinement conscience qu'il était mort. Qu'il était mort, et jamais plus ne peindrait. Il n'avait pas laissé beaucoup de tableaux. Il n'avait jamais peint aussi vite que l'auraient souhaité Maria-Cine et Katharina. Une jeune fille qui était dans la salle de la crucifixion passa la tête dans l'antichambre. Je respirai à fond et avançai jusqu'à elle. Cornelia avait à peu près l'âge auquel j'avais été placée comme servante. Au cours de ces 10 années, ses cheveux roux avaient foncé. Ils étaient coiffés avec simplicité, sans ruban ni natte. Avec le temps, je les trouvais moins menaces. À vrai dire, elle me fit presque pitié. Son visage reflétait une perfidie peu saignante à une fille de son âge. Elle me demandait ce qu'il adviendrait d'elle. Ce qu'il adviendrait de tous. Tanuki avait beau être persuadé que sa maîtresse saurait arranger les affaires. J'avais entendu raconter au marché qu'il n'avait pas payé le boulanger depuis 3 ans, et que la mort de mon maître, ce dernier s'était montré compatissant envers Katharina, acceptant un tableau en remboursement de cette dette. Pendant un court instant, je me demandais aussi. Katharina allait me demander à moi un tableau en remboursement de ce qu'elle devait à Peter. Cornelia s'éclipsa. J'entrai dans la grande salle. Celle-ci n'avait guère changé depuis l'époque où je travaillais chez eux. Les tentures en soie verte autour du lit avaient passé. Le bahut aux serrures incrustées d'ivoire était toujours là, aussi que la table, les fauteuils en cuir espagnol, les portraits de leurs filles respectives. Tout semblait plus précieux, plus vieux, plus poussiéreux, plus mal en point. Les dalles rouges et brunes étaient écraquelées, et par endroits, il en manquait même. Le dos à la porte, les mains derrière lui, Van Leeuwenhoek étudiait un tableau représentant des soldats en train de boire dans une taverne. Il se retourna et inclina la tête, en me voyant toujours aussi aimable et courtois. Katharina était assise devant la table. Contrairement à ce que j'attendais, elle n'était pas vêtue de noir. Je ne sais pas si elle avait ou non cherché à me provoquer, mais elle portait la veste jaune brodée d'hermine qui paraissait elle aussi défraîchie, comme si elle avait été trop souvent portée. Les accrocs aux manches avaient été mal raccommodés, et les mites en avaient rongé la fourrure par endroits. Néanmoins, Katharina jouait son rôle de maîtresse de maison élégante.
Elle s'était coiffée avec soin, s'était poudrée et avait mis son collier de perles. Son visage n'égalait pas son élégance. Toute la poudre du monde n'aurait pu cacher sa colère froide, sa réticence, sa crainte. Elle ne voulait pas m'en rencontrer. Mais elle n'avait pas le choix. « Vous désirez me voir, madame ?» Il me parut souhaitable de m'adresser directement à elle, même si je regardais le Van Leeuwenhoek, tandis que je lui parlais. « Oui. » Katharina me pria de m'asseoir, comme elle l'eût fait pour toute autre femme. Elle ne me pria pas de m'asseoir. Elle me laissa debout. Il y eut un silence gêné. Elle étant assise et moi debout, attendant qu'elle commence, il était clair qu'elle faisait un gros effort sur elle-même pour parler. Van Leeuwenhoek se balançait d'un pied sur l'autre. Je n'essayais pas de l'aider. Je ne vois d'ailleurs pas comment j'aurais pu. Je regardais ses mains remuer des papiers sur la table, caresser les bords de son coffret à bijoux qui était contre son coude, saisir la houppette à poudre pour la poser à nouveau. Elle essuya les mains d'un morceau d'étoffe blanche. « Vous n'êtes pas sans savoir que mon mari est mort il y a 2 mois, n'est-ce pas ?» dit-elle enfin. « Je l'ai appris, madame, oui. J'ai été très peinée de l'apprendre. Dieu ait son âme. » Katharina ne parut pas comprendre mes pauvres paroles. Elle ramassa une fois de plus la houppette, passant les doigts entre les poils. « Voyez-vous, c'est la guerre avec la France qui nous a mis dans cette situation. À cette époque même, Van Ruven ne voulait plus acheter de tableaux. Ma mère avait du mal à encaisser les loyers. Il fut contraint de rembourser l'hypothèque sur l'auberge de sa mère. Par conséquent, il n'était pas étonnant que la vie soit devenue aussi difficile. » Une explication de la raison de l'endettement était bien la dernière chose que j'entendais de Catherine. 15 floras n'était pas une bien grosse somme. Je voulais lui dire, Peter, vous en faites grâce, n'y pensez plus. Je notais toutefois pas à l'interrompre. Et puis, il y avait les enfants. Vous rendez-vous compte de la quantité de pain que nous mangent 11 enfants ? Elle lança un rapide coup d'œil, puis contempla à nouveau la houppette. Ils dévorent en 3 ans la valeur d'un tableau, répondis-je en silence. La valeur d'un très beau tableau, aux yeux d'un boulanger compatissant. J'entendis claquer une dalle dans le couloir, et un froufrou de robe dans une main réprimée. Cornélia est en train d'épier, pensai-je. Elle aussi a son rôle à jouer dans ce drame. Je tendis retenant mes questions. Van Leeuwenhoek parla enfin. Voyez-vous, Griette, lorsqu'il y a un testament, commença-t-il d'une voix grave, il est nécessaire de procéder à l'inventaire du patrimoine, afin d'évaluer les biens compte tenu des dettes. Katharina souhaiterait toutefois commencer par régler certaines affaires personnelles. Il lança un coup d'œil à Katharina. Elle continuait à jouer avec la houppette. Il ne s'apprécie pas plus qu'avant, me dis-je. Il ne serait même pas dans la même pièce s'il pouvait l'éviter. Van Leeuwenhoek prit une feuille de papier qui était sur la table. Il m'a adressé cette lettre 10 jours avant sa mort. Et puis, me dit-il, puis, se tournant vers Katharina, il poursuivit. Mais il vous incombe de le faire, car c'est à vous qu'elle appartienne, et non point à lui ou à moi. En tant qu'exécuteur testamentaire, je ne devrais même pas être ici présent pour servir de témoin. Mais c'était un ami. Aussi aimerais-je voir son souhait exaucé. Katharina lui arracha le papier des mains. Mon mari avait bonne santé, vous le savez, me dit-elle. Il n'a été vraiment souffrant qu'1 jour ou 2 avant sa mort. Ce sont ses dettes qui l'ont mis dans tous ces états. J'avais peine à imaginer mon maître dans tous ces états. Katharina regarda la lettre. Après un coup d'œil en direction de Van Leeuwenhoek, elle ouvrit son coffret à bijoux. Il a demandé que vous ayez ceci. Elle prit les boucles d'oreilles, hésita un instant,
les posa sur la table. Près de m'évanouir, je fermai les yeux, posant le bout des doigts sur le dossier de la chaise pour me stabiliser. Je ne les ai jamais reportés, déclara Katharina d'un ton amer. Je ne pouvais plus. J'ouvris les yeux. Je ne peux pas prendre vos boucles d'oreilles, madame. Pourquoi pas? Il vous est déjà arrivé une fois de les prendre. Et puis, de toute façon, il ne vous appartient pas de décider. Il a décidé pour vous. Et pour moi. Elles sont à vous maintenant. Prenez-les. J'hésitai, puis je tendis la main et les pris. Elles étaient fraîches et lisses au toucher, telles que je me les rappelais. Dans leur galbe gris et blanc, un univers se reflétait. Je les pris. Et maintenant, allez, ordonna Katharina d'une voix étouffée, des larmes. Rentrez. J'ai fait ce qu'il a demandé. Je n'en ferai pas davantage. Elle se leva, chiffonna le papier et le jeta au feu. Elle le regarda partir en flammes, en me tournant le dos. Elle me faisait vraiment pitié. Même si elle ne put le voir, je la saluai respectueusement de la tête. Puis je saluai Van le Van Heug, qui me répondit par un sourire. « Veillez à rester vous-même » m'avait-il recommandé des années plus tôt. Je me demandais si j'y avais veillé. Ce n'était pas toujours aisé de le savoir. Je m'extinai, serrant bien fort mes boucles d'oreilles, faisant craquer les dalles disjointes. Cornelia se tenait dans mon couloir. Sa robe brune avait été raccommodée à plusieurs endroits. Elle n'était pas aussi propre qu'elle aurait pu l'être. Je l'effleurai en passant. Elle me dit tout bas, cupide. « Vous pourriez me les donner ?» Ses yeux rapaces riaient. Je tendis la main. Et la giflai. De retour à la place du marché, je m'arrêtai près de l'étoile qui se trouvait au centre et contemplai les perles dans ma main. Je ne pouvais pas les garder. Qu'en ferais-je? Je ne pouvais pas dire à Peter comment elles étaient arrivées en ma possession. Il aurait fallu que je lui explique tout ce qui s'était passé il y a si longtemps. Et puis je ne pouvais les porter, ce genre de bijoux. Ne soyez pas plus à l'épouse d'un boucher qu'à une servante. Je fis plusieurs fois le tour de l'étoile et me dirigeai vers une boutique dont j'avais entendu parler, mais dans laquelle je n'étais jamais entrée. Elle était cachée dans une ruelle derrière la nouvelle église. Jamais je n'aurais mis les pieds dans ce genre d'endroit 10 ans plus tôt. L'homme avait pour commerce les secrets. Je savais qu'il ne me poserait aucune question, ne raconterait à personne que j'étais venue le trouver. Ayant défilé d'innombrables trésors, il ne s'intéressait plus à leurs petites histoires. Il regardait les boucles d'oreilles à la lumière, les mordilla, sortit les examiner au jour. 20 florins, conclut-il. J'approuvai de la tête, pris les pièces qu'il me tendait, et m'en fus sans me retourner. Il resterait 5 florins dont je pourrais expliquer l'existence. Je retirai 5 pièces que je serrai bien fort en ma paume. Je les cacherai là, où Peter et ses fils ne les trouveraient pas, dans un endroit inattendu, connu de moi seul. Jamais je ne les dépenserai. Peter serait heureux avec le reste de l'argent. La dette désormais réglée, je ne lui aurais rien coûté. Une servante, ça ne coûtait rien. Le livre est fini. Merci d'avoir écouté.